Voilà, donc le sujet de ce jour, donc, c'est de vous parler du micro-ondes Dofi M150E, qui est un matériel qui est développé par mon partenaire chinois SearchNova. Donc, il y a une validation préclinique et les premiers résultats, ainsi que le retour d'expérience de l'équipe de Lyon. Je suis voilà, le gérant et le créateur d'HD Tech. J'ai une expérience assez longue dans l'industrie du medical device et des dispositifs médicaux en général. Donc, vous avez là quelques sociétés pour lesquelles j'ai travaillé, surtout à l'international. Euh, je suis le distributeur donc de ce dispositif et donc moi j'ai un focus très particulier sur l'ablation que j'ai affectionné dès le départ en 2002 quand j'ai rejoint Rita Medical System qui était le early stage de l'ablation à l'époque. Je fais également de la radioprotection. Voilà. Donc le matériel qui nous intéresse ce soir, c'est le micro-ondes. Bon, j'ai toute une gamme complète, également l'électroporation qui vient d'être marquée CE, sur lesquels il y aura également une phase qu'on vous présentera plus tard dans quelques mois, mais il va y avoir une phase préclinique sur cet appareil. Et j'ai également sur la droite un système de radiofréquence. Alors j'en parle moins parce que c'est vrai que le micro-ondes a pris une ampleur assez importante, mais ça existe. Voilà. Je remercie l'ensemble de l'équipe des conférenciers ce soir, que sont le professeur Thierry Debert, le professeur Jean-Yves Gobert, le docteur Charles Mastier et le docteur Alexis Ricoeur, donc, qui vont vous présenter donc, les résultats qu'on a obtenus donc, en validation préclinique, également les premiers résultats utilisés par les patients, et vous pourrez poser vos questions à la fin. On va essayer de faire quelque chose d'assez condensé de manière à avoir un intérêt majeur sur ce qui vous intéresse vous, c'est-à-dire de voir les images et également de voir les premiers résultats sur les patients. Donc je vais passer, je vous remercie tout d'abord pour votre participation et de nous rejoindre. Et je vais passer la parole au professeur Jean-Yves Gobert de Marseille. Donc j'arrête de partager, professeur Gobert, et je vous laisse. Donc je vais lancer le partage de mon écran. C'est ça. Voilà. C'est parfait. Vous avez mon écran là. Oui, c'est impeccable. On vous voit parfaitement bien. Ouais. Bon, ok. Donc, merci d'avoir organisé ce séminaire et c'est un plaisir pour nous de vous rapporter les données d'une évaluation expérimentale qu'on a conduite au sein de notre laboratoire de radiologie interventionnelle à Marseille, conjointement avec Thierry Debert, que je remercie d'être venu travailler avec nous parce que c'était vraiment un plaisir de partager ces moments avec lui. Donc, on va parler de micro-ondes et comme vous le savez, les micro-ondes, quand ils sont débarqués sur le marché, ils ont débarqué en nombre important et de façon un petit peu brutale et on va dire a posteriori peut-être un peu désordonnée, avec l'avantage théorique de nous dire qu'on allait frapper plus vite et plus fort en ablation percutanée, notamment par rapport à la technique alors en place et la seule en place qui était la radiofréquence. On a pu néanmoins être confronté à des problèmes de reproductibilité. Comme vous le savez, différents systèmes étaient disponibles, opérant à différentes fréquences, et on se retrouvait avec beaucoup d'ABAC déterminés exclusivement sur la base d'études ex vivo. On a donc considéré qu'il serait utile de se livrer à des études in vivo pour s'efforcer de confirmer, de valider les dimensions des volumes d'ablation obtenus, non seulement dans le parenchyme hépatique, mais aussi et peut-être même encore plus dans le parenchyme pulmonaire, puisque s'il y avait quelques études rares sur l'évaluation in vivo du parenchyme hépatique, il n'y en avait à ma connaissance aucune ou pratiquement aucune en ce qui concerne le parenchyme pulmonaire. Et juste un petit rappel avec ce diagramme qui est instructif et qui nous montre qu'en testant plusieurs systèmes, avec en abscisse les durées d'ablation et en ordonnée les volumes obtenus, vous voyez qu'avec, en fonction des différents systèmes disponibles à l'époque sur le marché, parce que cette publication n'est pas tout à fait récente, vous voyez que pour 5 minutes d'ablation, on a des volumes qui varient en gros du simple au triple, et que si on passe à des temps d'ablation un peu plus longs en fonction des systèmes disponibles sur le marché, eh bien on a des volumes d'ablation qui varient du simple au double. Donc concrètement, on voulait savoir ce qu'on faisait et comment on le faisait, quelle était leur reproductibilité qu'on pouvait en attendre. On a donc conduit en collaboration avec HD Tech une expérimentation in vivo sur un modèle porcin
au sein de notre centre, de notre laboratoire de radiologie interventionnelle expérimentale sur le site de Cerimed à Marseille, et on s'est donc consacré à l'étude des ablations pulmonaires et hépatiques. Alors, comment on va, sur le plan méthodologique, comment avons-nous mis en place les antennes? Eh bien, les antennes au sein du parenchyme pulmonaire étaient mises en place tout simplement, et comme en clinique humaine, grâce à un guidage scanographique, on peut opérer réellement notre expérimentation avec un scanner disponible dans le laboratoire, et donc on l'a largement utilisé. Les antennes implantées dans le parenchyme hépatique étaient implantées à l'occasion, grâce à une laparotomie, donc c'est une implantation péropératoire, avec un guidage échographique en temps réel lors de la mise en place de l'antenne au sein du parenchyme hépatique. Avant de déclencher les ablations, il y avait systématiquement un contrôle scanographique, et en fin d'ablation, il y avait un nouveau contrôle scanographique avec injection intraveineuse de produits de contraste et à la phase portale du rehaussement densitométrique parenchymateux. Et à l'issue de tout ça, les organes qui avaient subi les procédures d'ablation étaient explantés avec une analyse macroscopique et histologique en fonction de la demande. Ainsi avons-nous pu réaliser dans le parenchyme pulmonaire 2 ablations par poumon pour chaque animal et 3 ablations au sein du parenchyme hépatique avec des protocoles de mise en place des antennes pour chaque différentes ablations testées, durée et puissance le plus reproductible possible. On a regroupé les données de 2 études sur notre site de Cerimed, et on peut ainsi vous rapporter les résultats de 61 ablations pulmonaires et 50 ablations hépatiques. Alors, comment est-ce qu'on mesure, comment est-ce qu'on évalue nos résultats? On évalue nos résultats en scanner, grâce aux mesures classiques en reconstruction multiplanaire, avec le grand axe, évidemment, selon l'axe longitudinal de l'antenne, les diamètres transverses perpendiculaires à ce même grand axe, évalués à 25, 50 et 75% du grand axe. 2 lectures étaient effectuées sur les données scanographiques en aveugle l'une de l'autre, avec un consensus qui s'opérait après une relecture conjointe d'un 3e lecteur si les variations entre les 2 premières lectures étaient supérieures à 3 mm. L'évaluation macroscopique était faite grâce à des coupes orientées selon l'axe de l'antenne laissées en place à l'issue des ablations. Quels sont nos résultats? Dans le parenchyme pulmonaire, alors vous allez voir les protocoles que nous avons testés. Donc là, les premières ablations dont je vous présente les résultats ici sont des ablations de durée de 10 minutes avec respectivement 50 et 75 watts de puissance délivrée. Alors vous voyez d'emblée que passer de 50 à 75 watts majore le grand axe et modifie peu le diamètre transverse moyen. Et si on passe à 100 watts, oui, que ça se confirme, on majore encore le grand axe et finalement on modifie encore très peu, voire pas du tout, le diamètre transverse de l'ablation obtenue. Quoi qu'il en soit, et c'est un des objectifs, on a avec ce type de protocole une reproductibilité régulièrement satisfaisante et même assez remarquable à 50 et 75 watts. On pourra en discuter si vous le voulez ensuite à travers éventuellement des questions. Si on essaye d'aller un peu plus loin, avec 12 minutes 100 watts, donc là cette fois-ci on garde 100 watts mais on augmente la durée, eh bien on majore un petit peu le diamètre transverse, on a des ablations réellement vraiment volumineuses et un bénéfice extrêmement réduit qui nous a fait arrêter rapidement les tests avec 2 antennes implantées parce que vous voyez que ça ne fait pas beaucoup plus avec des contraintes, ça fait même plutôt moins en grand axe avec des contraintes d'implantation qui sont évidemment dans le parenchyme pulmonaire bien supérieures. Et pour ces protocoles, je veux dire, un peu plus volumineux, on a une reproductibilité correcte, mais qui est légèrement inférieure par rapport au protocole que je vous ai précédemment décrit. Qu'en est-il du parenchyme hépatique? Alors, dans le parenchyme hépatique, là aussi, on démarre à 50 watts, et si on fait varier la durée, vous voyez que encore une fois, la durée majore le grand axe, et qu'on a des résultats un petit peu décevants ici avec 50 watts, avec seulement 5 minutes, mais oui, par contre, on devient très bien avec 8 minutes, avec encore une fois une reproductibilité très valable. Et donc, on peut se positionner d'emblée sur ce type de protocole vraisemblablement en ablation et en clinique. Et si on essaye de garder la même durée de 8 minutes et qu'on majore la puissance, de la même façon, on va encore grandir le grand axe. Et là, comme je vous le disais,
on a des résultats plus favorables avec des protocoles un peu plus longs, ce n'est pas beaucoup plus long, 8 minutes, mais la reproductibilité progresse de façon très nette et très satisfaisante avec les protocoles de 8 minutes. Toujours dans le parenchyme hépatique, c'est aussi le protocole de 10 minutes, et en majorant la puissance régulièrement. Et vous voyez qu'en majorant la puissance, ce n'est pas énorme, mais c'est quand même une constante, on fait évoluer le diamètre transverse et finalement, on fait évoluer le diamètre longitudinal, le diamètre transverse varie assez peu. Et là aussi, la reproductibilité est intéressante de façon pas réellement explicable. Peut-être on avait un petit peu moins de volume, il faudrait que je vérifie, mais on était un poil moins bon en reproductibilité, 75 watts, mais à 50-100 watts, on était vraiment avec des résultats tout à fait satisfaisants. Alors, sur une idée de Thierry Debert, on a testé des protocoles courts, un petit peu les protocoles flash, quoi. 3 minutes 75 watts dans le parenchyme hépatique, avec l'idée de Thierry était de dire qu'on pourrait comme ça traiter les petites lésions, éventuellement les lésions sous-capsulaires, et pourquoi pas partager cette technique avec nos amis chirurgiens qui, sur une petite lésion, en complément d'une hépatectomie réglée, pourrait frapper vite et former bien. Et effectivement, on a obtenu des jolies ablations d'environ 30 mm, toujours les mêmes, bien reproductibles avec ce protocole vraiment très rapide. Alors, si on veut ressortir les messages de ces résultats, eh bien, on s'est rendu compte au cours de notre étude, j'allais dire de nos 2 études, puisque je vous rappelle qu'on a rassemblé les données de 2 études successives à des moments différents. On a une bonne reproductibilité des mesures obtenues d'une ablation à l'autre au sein d'une série de protocoles donnés. On a une tendance à la sphéricité qui s'exprime, pas pour toutes les ablations, mais pour beaucoup des ablations testées. Ce n'est pas encore parfait, mais ça s'améliore bien. Et comme je vous l'ai dit, il faut se dire que si on augmente la puissance, on augmente le long axe, et que si on garde une puissance donnée et qu'on augmente la durée, on va majorer progressivement le diamètre transverse. Alors voici des images pour illustrer les données macroscopiques. Vous voyez que là, on est selon le long axe de l'aiguille qui était resté en place et qui nous permet de piloter ces coupes anatomiques en fin d'exérèse, après explantation. Et voici une coupe transverse sur une... Vous voyez que c'est très grossi, hein, vous voyez la main là qui vous donne l'échelle. Et c'est les ablations bien rondes qu'on a obtenues avec les protocoles rapides. Alors, un élément de bibliographie, je ne vais pas vous garder plus longtemps, mais pour vous dire qu'il y a une revue assez récente qui, en termes d'ablation hépatique, montre ce qui a pu être testé en matière d'expérimentation in vivo. Alors, vous voyez, de 2006 à 2016, ça fait 12 études en 10 ans, ce n'est pas beaucoup, et seulement 2 études rapportent plus de 30 ablations. Je les ai mentionnées ici. Et si on s'attache à l'index de sphéricité rapporté par ces études, vous voyez que ce n'est pas tellement sa qualité intrinsèque, ce n'est pas terrible 0,3, mais c'est surtout sa grande variabilité qu'il faut retenir et ce qui fait partie des arguments qui nous incitent à poursuivre dans ce genre d'études chaque fois qu'on pourra pour réellement déterminer ce qu'on va pouvoir obtenir en clinique avec des ablations par micro-ondes pour vraiment savoir ce qu'on fait et bien déterminer la reproductibilité de nos ablations percutanées. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Gobert. Et je passe la main au professeur Debert. Si vous pouvez... Ah oui, il faudrait que tu départages. Ouais, pardon, j'arrive, excuse-moi. S'il y a des questions, elles peuvent être posées sur le petit logo QR. S'il y a des gens qui ont des questions, tu es toujours en écran partagé, Jean-Yves. Ouais, arrêtez, voilà, ça y est. Pardon, j'étais un petit peu long. En effet, vous avez possibilité de poser des questions en direct et pour lesquelles l'équipe, les conférenciers vous répondront soit oralement, soit par écrit, soit ultérieurement si on ne peut pas répondre à l'ensemble des questions. Mais n'hésitez pas à poser des questions et on les reprendra au fur et à mesure. Voilà. Vous avez mon écran partagé, mode présentation ou pas? Parfait. Sans problème. Ok.
Donc, moi, j'ai la tâche assez facile finalement de vous montrer des images, après que Jean-Yves vous ait montré des chiffres, c'est toujours plus facile. C'est une vue globale du scanner avec un animal et des aiguilles mises en place par la parotomie. Vous avez à droite des vues de comment sont obtenues les mesures. L'avantage du scanner, c'est qu'évidemment, vous avez une mesure 3D dans l'axe de l'aiguille et vous avez quand même des mesures relativement valides. Alors, on pourrait critiquer en disant que ce qu'on mesure, ce sont des images à la face portale ou spontanées dans le poumon, mais il y a pas mal de papiers qui montrent que quand même, la mesure du vide vasculaire ou de la zone avasculaire à la face portale, la mesure de la condensation alvéolaire pulmonaire, ressemble quand même beaucoup à ce qu'on pourrait voir en anapathe. Vous avez vu qu'en anapathe, c'est parfois difficile parce qu'il faut vraiment être sûr d'être coupé dans l'axe de l'aiguille, même si les deux mesures ont été faites lors de ces expérimentations. Et après, je vais simplement vous montrer des images de à quoi ressemblent ces lésions. Alors ça, c'est une lésion assez typique qu'on obtient. Le seul bémol qu'il faut mettre, je ne sais pas si vous voyez ma flèche, mais si vous voyez ma flèche, c'est clairement que là, la coupe n'est pas tout à fait dans l'axe où l'aiguille a été un petit peu retirée, mais c'est des lésions qui, quand même, ont un aspect relativement sphérique et intéressant. Ici, vous voyez la lésion qui, à mon avis, est quelque chose d'assez intéressant. On a parlé de toute petite puissance avec des temps assez courts. Et finalement, quand on part pour faire du micro-ondes, on part souvent, on prend le micro-ondes parce qu'on a une grosse lésion, parce qu'on se dit je vais faire plus gros, mais on a souvent aussi sur le chemin quelques petites lésions qu'on voudrait traiter. Et ça permet d'avoir des abacs intéressants. On arrive à faire 2,5 cm par 2 cm ou un peu moins, mais on a tous eu des lésions de 5 mm en plus d'une lésion de 3 cm. Et souvent, on est un peu embêté avec les micro-ondes parce que c'est vrai qu'il y a peu de tests qui ont été faits sur des temps très courts. Et encore une fois, c'est quelque chose qui peut aussi beaucoup intéresser le chirurgien qui des fois fait des hépatectomies, des nettoyages hépatiques où il a 6-7 métastases. Et si on lui explique que ça va prendre 3 minutes par métastase, je pense qu'il va être très très heureux de ne pas passer les 12 minutes de l'ARF. Donc on va gagner du temps opératoire. Donc ces petites puissances, même si on veut toujours faire plus gros, sont de mon point de vue extrêmement intéressantes. Et c'est, pour vous verrez des exemples chez l'homme, ça fait vraiment des petites lésions sphériques très très intéressantes. Voilà une lésion assez classique, 75 watts 10 minutes, avec une lésion qui n'est pas sphérique, mais vous voyez 37-34. Je n'ai pas calculé l'index de sphéricité, mais on doit être quelque chose qui doit ressembler à 0,9 ou pas loin, donc quelque chose qui est très très intéressant d'un point de vue micro-ondes. D'autres lésions, et effectivement, on est reproductible, mais on a parfois des choses pas aussi sphériques qu'on le voudrait, donc ce n'est pas toujours, même si la reproductivité est bonne. Et puis on a avec les micro-ondes, comme on a avec toutes les techniques d'ablation et qui viennent un peu rendre la mesure difficile, ce genre de choses. Vous avez tous vu quand vous faites une ablation proche de la capsule du foie, vous avez une espèce de zone de dévascularisation, c'est-à-dire sûrement de la microthrombose vasculaire au portal. Et c'est vrai que dans cette situation, c'est assez difficile de mesurer la zone d'ablation parce que ça, probablement, ce n'est pas une zone d'ablation, c'est une conséquence ischémique ou thrombose portale et vous avez quelque chose qui est assez difficile à mesurer. Donc, c'est bien de faire de l'animal, mais ça répond à beaucoup de questions, mais c'est parfois un petit peu difficile d'avoir les mesures et d'avoir des mesures qui soient exactes. On va passer aux images pulmonaires. Alors, je suis un grand timide du micro-ondes dans le poumon parce qu'on a vécu des choses assez difficiles, notamment dans le cadre d'un stick, avec pas mal de soucis post-ablation. Donc, les images que je vous montre ne sont pas la promotion du micro-ondes dans le poumon, sont juste le reflet de manip expérimentale et de savoir ce qu'on peut faire avec les aiguilles. En tout cas, si on doit faire quelque chose, c'est toujours mieux de savoir à peu près avant à quoi s'attendre. Vous voyez qu'on va assez vite vers des lésions assez volumineuses, hein, puisque vous voyez qu'à 75 watts 10 minutes, vous vous retrouvez quand même déjà avec ce type de zone d'ablation et vous avez des lésions qui font 35 mm. 35 mm, ça commence à être volumineux et pas forcément en mettant 100 watts 10 minutes. Donc, pas mal de reproductibilité dans le poumon, ce qu'on n'avait pas vu. On a un papier qui a été publié il n'y a pas longtemps qui montre qu'on a du mal à avoir de la reproductibilité, de la sphéricité dans le poumon avec d'autres systèmes. Pas mal de reproductibilité, vraiment une sphéricité qui est assez étonnante. J'en profite pour signaler que en fait, il y a deux aiguilles, ou en tout cas, il y a plusieurs longueurs, mais en ce qui concerne le concept de l'aiguille micro-ondes, vous avez deux longueurs actives, et vous avez une longueur active qui a été designée spécialement pour le poumon et spécialement pour essayer d'avoir des zones plus sphériques dans le poumon. Et il semble que ça fonctionne, parce que c'est quand même
pour ceux qui ont déjà fait du micro-ondes dans le poumon, je dirais très très sphérique. Et puis j'ai mis une diapo volontairement pour montrer que peut-être il ne faut pas aller jusque-là. Quand on commence à avoir cette taille de zone d'ablation, je pense qu'on commence à sortir de l'intérêt de l'ablation percutanée. Je ne suis pas sûr qu'on doit faire des lésions de 7 cm de grand axe. C'est des animaux, ils sont sacrifiés tout de suite. Si vous commencez à faire ce genre de lésions chez les patients, je pense que les suites vont être forcément compliquées. Donc aussi une mise en garde sur, on peut sûrement aller un peu plus loin dans le foie que dans le poumon. Il faut être relativement prudent dans le poumon. Une fois qu'on a dit ça, je voulais juste partager avec vous quelques cas où j'ai du suivi et ça permettra de voir que finalement on retrouve un petit peu ce qui avait été fait dans le foie dans la pratique clinique. Donc ça, c'est le cas d'un patient qui avait une lésion ici de CHC développée au contact d'un kyste. Il a bénéficié d'une chimioembolisation, puis il a récidivé. On s'est posé la question. C'est un endroit un peu difficile pour aller faire une ablation. Et puis, on a fini par lui proposer une ablation. Alors, j'ai eu la chance de travailler avec un système robotique. Donc, on voit un peu à quoi ressemble le système robotique, la mise en place de l'aiguille sous robot. Et c'est vrai que cette trajectoire, qui en fait est construite dans un plan d'aiguille qui est extrêmement ascendant et sûrement assez compliqué à obtenir, donc un placement assez sympathique de l'aiguille grâce au système robotique qui vont aussi se développer dans notre pratique. Et voilà le résultat, donc 80 watts 10 minutes, 38-35. Je vous concède que la mesure est difficile parce qu'il y a le kyste sur le côté et qu'on ne sait pas très bien. Là, on voit bien qu'on a la zone d'ablation et puis à partir de là, cette partie-là de la zone d'ablation est assez difficile à mesurer puisqu'il y a la lésion kystique qui vient au contact. Mais ça montre aussi quelque chose qui est relativement sphérique, même si on élimine l'image kystique. Je vous montre aussi une zone d'ablation d'un CHC postérieur au contact de l'estomac avec aérodissection pour 60 watts 10 minutes, 43-37. Et je montre cette image-là parce que quoi qu'on fasse, quelle que soit la technique qu'on va utiliser, il y aura une susceptibilité qui est liée à la localisation à l'intérieur du parenchyme hépatique. Et juste derrière suivra une image d'une lésion faite en centro-hépatique. Et quand vous êtes en périphérie versus au centre, même en micro-ondes, même si on a dit que les micro-ondes n'étaient pas sensibles à la vascularisation, ils sont un peu sensibles à la vascularisation. Et je dirais que votre ABAC de traitement devrait être un peu corrigé de la localisation. Quand vous êtes très périphérique, vous avez beaucoup moins de gros vaisseaux, beaucoup moins de vascularisation, vous aurez une lésion plus grosse. Et à titre d'exemple, je prendrais ce malade avec une lésion aussi assez difficile techniquement, resituée. C'est aussi un placement robotique. Cette fois-ci, c'est une métastase. Et vous voyez qu'on a une zone d'ablation qui est somme toute un petit peu plus petite. Et simplement, ce n'est pas le système qui fonctionne différemment. Je pense que c'est à l'opérateur d'appréhender que quand vous êtes coincé entre une veine sushépatique ici, une autre veine sushépatique et la veine cave, vous allez avoir des lésions qui sont de taille un petit peu inférieure. Donc, je pense que c'est important d'avoir ces choses-là en tête. L'autre chose aussi, c'est que quand vous êtes en périphérie et que vous commencez à faire plusieurs zones d'ablation, on avait ici une métastase, une métastase de giste et une autre, vous commencez à avoir des zones de confluence qui vont donner des lésions assez volumineuses, même si chaque lésion fait ce qu'elle doit faire. Le fait de traiter deux lésions proches l'une de l'autre crée des zones de confluence relativement volumineuses. C'est un traitement qui a été fait avec hydrodissection et protection de la paroi. Et on comprend évidemment pourquoi, parce qu'on était très proche du diaphragme et très proche de la paroi. Et puis, je terminerai sur justement l'intérêt des petites lésions. C'est un malade qui avait 3 lésions. Donc ça, c'est la petite ici. Et c'est vrai que si vous n'avez pas la maîtrise de votre engin, c'est-à-dire que si tout ce que vous êtes capable de faire avec votre engin, c'est 3 cm par 3 cm, voire plus, vous allez être embêté quand vous êtes dans des localisations comme ça, ou alors il va falloir faire de l'hydrodissection. Et ça, c'est une zone d'ablation 50 watts, 3 minutes, qui est vraiment ce fameux 25 par 25 ou 23 par 25. Donc quelque chose qui est assez intéressant. Je terminerai avec juste quelques mots. On a vu qu'il y a une reproductibilité chez l'animal qui est quand même qui est intéressant, qu'on a les mêmes paramètres, on a à peu près la même chose, qu'on a une tendance à la sphéricité. On voit aussi, et ça c'est important, je pense, de comprendre dans le mécanisme que quand on augmente la puissance, on a tendance plutôt à augmenter l'axe de l'aiguille, l'axe de la lésion plutôt qu'à élargir la lésion. Donc, si vous avez des lésions sphériques, eh bien, je pense qu'il faut traiter un peu plus longtemps, même s'il y a eu une grande publicité sur le micro-ondes qui vous faisait gagner 4 minutes au moment de l'ablation. Je pense que l'enjeu des 4 minutes n'a pas beaucoup d'intérêt, sauf pour le chirurgien qui va faire beaucoup d'ablations les unes derrière les autres. Et il semble qu'une durée un peu plus longue
améliore la reproductibilité. Et puis le message de ma faible expérience clinique, c'est que cette machine, comme les autres, a quand même une susceptibilité à la vascularisation. Quand on est proche des gros vaisseaux, ce n'est pas la même chose. Quand on est central versus périphérique, ce n'est pas la même chose. Je n'ai pas la réponse pour savoir aujourd'hui si le micron diminue la récidive à proximité des gros vaisseaux. C'est quelque chose qui est beaucoup débattu dans la littérature. Mais en tout cas, il y a toujours une forme de sensibilité à la vascularisation. Et puis, on a un algorithme qui permet de faire des toutes petites ablations en très, très, très peu de temps. Et je pense que ça, c'est important d'être capable, avec le même outil, de faire quelque chose d'assez volumineux ou quelque chose d'assez petit, parce qu'il nous arrive souvent de traiter plus d'une seule lésion chez le même patient. Et j'en aurais terminé. Merci beaucoup, professeur Debert, pardon. J'espère que s'il y a des questions, vous n'hésiterez pas. Et merci d'avoir partagé ces informations avec tout le monde. Je vais passer donc la parole à l'équipe de Lyon, le docteur Charles Mastier et le docteur Alexis Ricoeur. C'est à vous, quand vous voulez. Bonjour, madame. Tout d'abord, merci beaucoup. Alors avec Alexis, on va vous faire un retour d'expérience qui est beaucoup moins structuré. Ça va être plus subjectif. On va pouvoir vous donner nos impressions après, là aussi, les premiers patients qui ont été traités par ce matériel. Je vais partager l'écran. Vous me dites si tout va bien. C'est OK? Oui, bon. C'est parfait. Sauf que vous voyez mon ouais, vous n'êtes pas en plein écran, donc si vous vous mettez en présentation, voilà. Voilà, là on est bon. Ok, super. Voilà, donc on n'a pas fait un petit peu bien sûr les rappels cliniques de pourquoi on traitait ces patients. Ce qui nous intéresse ici, c'est comment on les a traités par rapport à ce matériel et quels résultats subjectifs et quelles mesures on a eu. Donc un premier patient qui avait une métastase hépatique de 18 mm sur le segment assez bas, sur le segment 4-5, assez médiane, qu'on voyait parfaitement en échographie, proche par contre du tube digestif, qu'on a repoussé là aussi avec de l'eau, avec une hydroxydissection. Donc sur cette première image, on voit une première chose, c'est que l'aiguille globalement en échographie, il faut le dire, on n'aime pas quand on les voit pas. Là, il n'y a pas trop de soucis par rapport à ça. C'est une aiguille de 15 gauge. Elle est plutôt très échogène. Je ne crois pas sur tous les patients qu'on a eu de soucis de visibilité de l'aiguille. C'est un premier point. Elle est d'une rigidité nous, on a jugé comme un peu intermédiaire. Elle est plutôt rigide, pas parfaitement rigide non plus, mais elle fait quand même 15 gauges. Donc on a la rigidité qui va avec. Et puis quand on traite, alors je vous dirai combien de puissance après, mais quand on traite, on voit clairement, un peu comme sur les autres micro-ondes, qu'on a une destruction qui se fait plutôt de la pointe de l'aiguille et puis qui recule sur l'arrière, avec quelque chose d'assez agréable qu'on a constaté sur l'ensemble de nos procédures. C'est vraiment une tendance à la sphéricité assez rapide, effectivement. C'est ce que je pense rapporte le professeur Debert, c'est qu'effectivement, en 3 minutes, on a l'impression déjà d'avoir une destruction de 2,5-3 cm assez ronde très rapidement. Voilà, donc ça, c'est une métastase. On avait fait 8 minutes 75 watts. Donc sur la BAC qui est donnée, c'est plutôt des lésions rondes de 35 mm qu'on doit obtenir. Sur une échographie, sur une mesure qui est clairement imparfaite par rapport à ce qu'on vous a montré, on a environ une zone de 36 x 30 mm et le contrôle à 1 mois. Alors, il y a un petit peu de rétraction aussi à 1 mois, on peut critiquer beaucoup de choses, mais globalement, on a une zone de destruction d'environ 3 x 23 mm avec des marges autour de la métastase qui sont un peu limites sur le versant antérieur. Un deuxième patient qui, lui, avait 2 métastases à traiter, une qui était clairement difficile à voir en échographie, qui se voyait sur le scanner sans injection. On s'est aidé de l'échographie Sonoview et de la fusion pour la voir. Bon, il faut que vous me fassiez un petit peu confiance, mais là, l'aiguille est en place dans la lésion. On voit là aussi clairement que l'aiguille est très échogène. Une chose qu'on a fait pour ce patient, contrairement au premier, c'est qu'on a fait du Sonoview juste après la destruction. Donc 100 watts 10 minutes pour une zone théorique ronde d'ablation de 45 mm. Et là, on voit sur le Sonoview déjà qu'on a quand même une impression de sphéricité assez satisfaisante sur la destruction. Et on a une mesure imparfaite aussi
d'environ 41 mm, et ça se traduit à un mois sur l'IRM par une destruction moins sphérique qu'en paire opératoire, mais peut-être aussi avec un peu de rétraction, de 40 fois 31 mm. Et la deuxième métastase, qui était heureusement un peu plus visible, qui était un peu plus petite, à 19 mm, une aiguille qui a eu une pénétration, en tout cas, qui était satisfaisante et une écogécité satisfaisante. On a fait un peu moins fort, peut-être parce qu'on avait trouvé la première ablation très satisfaisante et ronde, peut-être à tort. Mais en tout cas, on a fait 100 watts 8 minutes pour une zone de destruction théorique de 40 x 40, avec là, en sonoview, une zone qui nous paraissait un peu plus petite, de 3 cm en gros, assez ronde. Et sur le contrôle IRM, un grand axe à 34 mm et un petit axe à 32. Voilà, donc ça c'était pour mes premiers retours sur trois lésions simplement sur le foie. J'en ferai une synthèse à la fin rapidement. Et j'ai fait un troisième patient pour une métastase pulmonaire. On a pris le micro-ondes parce qu'il y avait pas mal d'artères pulmonaires de plus de 3 mm qui encerclaient la lésion, donc un risque de head sink effect, d'effet frigo et de résidus plus importants. Une aiguille qui, pour le coup, là, a été aussi assez pénétrante. On a peur des fois dans le poumon de ces aiguilles droites qui refoulent les nodules jusqu'à les emmener de l'autre côté du poumon. Là, ça s'est très bien passé. Un verre dépoli en paire procédure qui est apparu assez rapidement. Et voici le résultat quand on a enlevé l'aiguille. On a autour du nodule une zone qui nous semble assez ronde là aussi, d'environ 32-33 x 37 mm. Un pneumothorax immédiatement au retrait de l'aiguille qui a été drainé avec une patiente qui a pu sortir à J3. Et là, j'ai pas le retour à un mois à vous montrer. Voilà, donc très rapidement, sur quelques patients, qu'est-ce que je peux résumer comme impression? L'aiguille déjà est bien visible en 15 gauche. Elle a une rigidité qui nous semble correcte et la pénétration aussi. On a une impression d'ablation assez ronde tout de suite pendant la procédure qui est satisfaisante. Et on a constaté quand même des zones de destruction peut-être un peu en dessous des abacs, sans surprise majeure, qui vont nous inviter, je pense, dans les prochaines destructions, à ne pas avoir peur de plutôt faire plus dans les abacs que de faire un peu moins qu'on en a pu avoir sur d'autres systèmes. Voilà. Je passe la main à mon confrère, le docteur Ricoeur. Si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, bien sûr, sur le petit outil QR. Merci, docteur Mastier. Pour les questions, bien sûr, on peut les poser par écrit. Si c'est plus facile, je peux passer la main techniquement à ceux qui le souhaitent pour poser les questions oralement. Ça peut être plus simple également. Donc, si vous le souhaitez, vous vous annoncez par écrit et je vous donnerai la parole en cliquant sur votre nom. Vous pourrez poser votre question oralement. Merci. Merci également pour l'invitation. Je vais vous faire le retour de deux ablations qui ont été réalisées, une dans le poumon, une dans le foie, dont je n'ai pas les retours à moi, mais des imageries quand même relativement intéressantes, donc je vais vous les faire partager. Premier cas, c'est une femme de 68 ans, je vous remets juste un petit peu le contexte, carcinome de l'endomètre de grade 2, traitement par hormonothérapie en première ligne. On est dans une situation encore curatrice, puisque c'est une dame qui avait une métastase unique du calcanéum. On est vraiment sur des patients un peu en marge, extrêmement rares, hein, PS1, bon, pas d'antécédent respiratoire, et qui a une progression morphométabolique d'un nodule isolé du segment postéro-basal du lobe inférieur droit, que vous voyez ici sur l'imagerie scanner, un petit peu hypermétabolique sur la TEP, et donc fortement suspect, pour lequel on avait retenu en RCP donc une biopsie préalable et une destruction dans le même temps par thermoablation. Donc la biopsie transpariétale que vous voyez là par abord postérieur, aiguille coaxiale 19 gauche et un biopsie gun semi-automatique 20 gauche, qui a confirmé, dont on a eu un résultat histologique qui ont confirmé le lien avec une métastase, donc ce carcinome endométrioïde. Derrière, donc du coup, l'ablation par micro-ondes. Donc vous voyez ici sur la gauche, en l'aiguille droite de 15 gauche dans le poumon, une ablation de 8 minutes à 50 watts avec la survenue d'un petit pneumothorax. J'avais laissé mon aiguille coaxiale pour essayer de pouvoir l'exsuffler et pas avoir trop de problématiques pendant l'ablation si jamais j'avais un pneumothorax per procédure.
Alors là, la zone, je vous remets dessus, elle n'est pas forcément très évidente. La zone de verre dépoli, en plus, on avait un peu d'hémorragie intra-alvéolaire liée à la biopsie, donc pas très évident de bien voir la zone de verre dépoli autour du nodule. Donc là, on voyait bien le nodule sur cette image qui était bien centrée. Puis on devine un peu de verre dépoli autour, mais qui n'est pas aussi net sur l'image que Charles a pu vous montrer tout à l'heure. Donc, on a drainé la patiente et sur, par contre, l'imagerie, où on a remis donc la patiente sur le dos et donc sur l'imagerie qui a eu lieu pendant le drainage avec le contrôle de la mise en place du drain. On voit bien là par contre cette zone à la sphéricité avec la rétraction parenchymateuse pulmonaire autour est très ronde qui est mesurée à 29 fois 28 mm pour des données constructeurs qui est sur 50 watts 8 minutes qui était de 27 fois 26. Donc là on a quand même une zone là pour vous dire ce que vous voyez là que je vous montre avec la souris, je ne sais pas si vous le voyez en même temps que moi, la petite ligne, c'est la ligne d'hémorragie intra-alvéolaire sur le trajet de la biopsie. Donc on est vraiment centré là sur la zone d'ablation. Il y a un effet de vaporisation du nodule qui n'est plus visible sur cette zone, mais qui était bien à cet endroit-là. Et donc pneumothorax droit drainé dans les suites immédiates de l'intervention. Donc on est quand même sur des données entre ce qu'on a sur les données constructeurs et ce qu'on voit là sur l'imagerie post-intervention immédiate qui sont quand même très proches. Donc la patiente est sortie à J2, pneumothorax drainé sans difficulté, retrait du drain est sorti sans complications majeures au décours. Cas clinique numéro 2, donc là on part sur un foie femme de 67 ans, on est sur un carcinome mammaire lobulaire pléomorphe qui était d'emblée métastatique osseux, qui est traité par thérapie ciblée en monothérapie PS5, avait une progression isolée d'un seul nodule hépatique, sachant que les restes des métastases osseuses sont actuellement contrôlés. Voici le nodule hépatique qui a progressé en IRM, donc suspect aussi, non documenté à ce moment-là par biopsie, donc situé dans le segment 7, et donc pour laquelle on a retenu en RCP un traitement donc carcinologique par thermoablation. Donc j'ai choisi de faire du micro-ondes. Et une biopsie dans le même temps opératoire. Donc là j'ai fait un micro-ondes du coup combiné sous guidage scanner et écho. Pourquoi? Parce que la fenêtre acoustique que j'avais en échographie n'était pas exceptionnelle et donc j'avais pas la visibilité de l'ensemble du nodule avec un abord intercostal droit très récurrent. J'ai vu l'abord très très récurrent, je me suis servi de l'option de l'aiguille de pouvoir connecter le câble secondairement, c'est-à-dire que donc j'ai positionné l'aiguille sans son système d'alimentation que j'ai connecté par la suite, ce qui m'a bien aidé étant donné le trajet très récurrent où le câble me gênait fortement avec l'anatomie de la patiente. Ablation de 5 minutes à 75 watts. J'avais aussi un contrôle échographique temps réel. La lésion était visible sur le scanner sans injection en tant qu'inhypodensité. J'ai fait un second impact de 3 minutes à 75 watts sur une zone en échographie qui me paraissait pas satisfaisante en termes de couverture. Ça, c'est pour vous montrer un peu le trajet sur reconstruction scanographique dans un trajet très récurrent ascendant. Et j'ai fait un scanner, vu que j'étais au scanner, injecté au temps portal post-intervention immédiate pour me faire un petit peu une idée de la zone d'ablation qui était mesurée à ce moment-là à 31 x 23 mm. Suite d'intervention parfaitement simple, sortie de la patiente d'hospitalisation à J1. Et ce que je ne savais pas et qui a été mon agréable surprise de constater quand j'ai fait la présentation et de récupérer les images, c'est qu'elle a eu un scanner de réévaluation qui a été fait 48 heures après, qui était programmé, qui n'avait pas été déprogrammé. Donc, elle a eu son scanner de réévaluation à l'extérieur. J'ai récupéré l'imagerie et du coup, je vous la passe et c'est assez intéressant puisque sur la scanner de réévaluation injectée, ils avaient fait un 3 phases à 48 heures, donc post-micro-ondes, qui a été fait en externe. On voit donc une zone d'ablation qui est bien visible à temps artériel en haut à droite et puis au temps portal en bas à droite. Donc zone d'ablation mesurée à 33 x 28 mm. Je rappellerai que les données constructeurs pour le 75 moins de 5 minutes sont de 30 x 30. On voit quand même une bonne tendance à la sphéricité et donc on est quand même extrêmement proche des ABAC constructeurs en sachant que là, globalement, je vous ai mis ABAC 75 watts 5 minutes, mais j'avais fait aussi un second impact un petit peu plus supérieur. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu faussé là, sur la zone d'ablation, mais en tout cas, qui a une bonne couverture. Ça donne ça sur les coupes sagittales et coronales, avec des grands axes au maximum de 3,5 globalement. Et en ce qui concerne donc les impressions, donc je vais vous parler un peu de l'aiguille, donc 15 gauche, je trouve qu'elle a une bonne rigidité, une pénétrance qui est correcte,
bien visible en échographie, comme le disait Charles. Par contre, relativement lourde, ce qui peut poser en effet des fois quelques problèmes quand on est dans le poumon et que les patients n'ont pas forcément de paroi musculaire très tonique et avec une aiguille qui peut avoir tendance à basculer un petit peu. Possibilité intéressante donc, de connecter, je trouve, le câble d'alimentation après le positionnement de l'aiguille, ce qui m'a servi dans le cas du foie. Et une aiguille plus fine, pour moi, serait bien adaptée pour le poumon, puisqu'on est quand même en 15 gauche, donc on a des risques de pneumothorax qui sont relativement importants. Et je pense qu'une 17 gauche pourrait être intéressante. Et si on pouvait en plus avoir une pénétration un petit peu plus importante, ça éviterait de pousser le nodule, ce serait encore mieux. En ce qui concerne les ablations, je trouve que la taille de la zone d'ablation en post-procédure immédiat est globalement fidèle aux données du constructeur à plus ou moins 10%, ce que je trouve particulièrement fiable et intéressant pour la reproductibilité. J'avais des zones d'ablation plutôt rondes, donc sphériques et peu ovoïdes, et un générateur qui m'a paru simple d'utilisation, comme pour l'opérateur que pour les manipulateurs, et on n'a eu aucun problème technique rencontré sur ces 2 ablations. Voilà pour mes impressions, et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, docteur Ricker, pour ce retour d'expérience. Il y a des premières questions, professeur Gobert, professeur Debert et docteur Mastier, docteur Ricker, si vous pouvez répondre. Du docteur Perrault. Oui, ben ça, on fait répondre en direct peut-être parce que je vais le connecter s'il peut parler. Voilà. Docteur Perrault. Oui, bonjour. Bonjour, je vous laisse échanger. C'est pour essayer de vous donner des éléments de réponse plus qu'une réponse un peu trop carrée, puis Thierry dira aussi ce qu'il en pense. Mais comme on l'a dit, la puissance va majorer le grand axe. Donc, moi, j'aurais tendance à dire que avec des marges qui vous incitent à avoir un volume aussi sphérique que possible, j'aurais plutôt tendance à prendre 50 watts dans un parenchyme pulmonaire et à augmenter un peu la durée pour avoir une sphéricité. C'est-à-dire, par exemple, faire des ablations de l'ordre de 8 ou 10 minutes. Moi, je ferais plutôt ça. Le 75 watts vous amènerait à un grand axe qui, d'après nos résultats in vivo sur notre modèle porcin, c'est un grand axe de l'ordre de 40 mm, voire qui dépasse un peu 40 mm. Donc ça, c'est un petit peu en fonction de la région anatomique où vous voulez réaliser l'ablation. Moi, je répondrai comme ça. Ouais, je pense que moi j'ai beaucoup appris de ces manips, hein, c'est aussi le but. On produit de la donnée, mais on apprend des choses. Et j'ai appris que l'argument de dire que les micro-ondes vont plus vite est sûrement le plus mauvais argument de vente des micro-ondes. Bien d'accord. Et que, en fait, il faut accepter plutôt de choisir des puissances basses et des temps un peu plus longs, parce que c'est là où on a un peu plus de sphéricité. Donc plutôt choisir, enfin, quand vous êtes à 100 watts 8 minutes ou 80 watts 10 minutes, ben, le choix pour moi, il est tout fait. C'est 80 watts 10 minutes. Donc voilà, je pense que c'est important. La seule peut-être exception, c'est ce que je vous ai montré, c'est quand vraiment vous faire quelque chose de tout petit, vous êtes obligé de faire une petite puissance et une petite durée, parce que sinon, de toute façon, si vous allez avoir soit quelque chose de long, vous n'allez pas réussir à le faire. Mais c'est vraiment l'exception, enfin, c'est 50 watts 3 minutes ou 75 watts 3 minutes, c'est vraiment l'exception qui confirme la règle. Donc ça a changé mes pratiques de choix de temps d'ablation et de façon de travailler, en tout cas. Ouais. C'est important de faire un peu plus long. Par contre, c'est vrai qu'aller au-delà de 10 minutes, les courbes s'aplatissent et on ne gagne pas grand-chose. Donc, on n'est pas aux 15 minutes ou aux 12 minutes qu'on connaît avec la radiofréquence. Je ne sais pas si vous avez du commentaire à Lyon, mais... Ouais, j'abonde complètement dans votre sens. J'avais le choix sur la lésion pulmonaire que je vous ai montré de faire en gros pour avoir les mêmes tailles d'ablation entre du 75 watts 5 minutes ou du 50 watts 8 minutes. Donc j'avais pris le choix de faire 50 watts 8 minutes dans cet même esprit de dire on va chauffer plus longtemps et c'est a priori être plus sphérique parce qu'on avait déjà eu la possibilité de voir vos données préalablement. Et on voyait là sur les images que je vous montrais sur le scanner post-drainage, on a quand même une sphéricité qui est quasi parfaite sur la zone d'ablation. Sur 50 watts 8 minutes, donc plutôt en ayant allongé le temps et diminué la puissance.
Merci beaucoup. Merci à vous. D'autres questions? J'en vois pas par écrit. Est-ce qu'éventuellement quelqu'un veut... Juste rebondir, puisque j'en ai un petit peu le temps, sur la remarque concernant le calibre de l'aiguille. C'est vrai que dans le poumon, on a envie de réduire. Après, un petit peu, à partir aussi de nos expériences dans notre labo, le problème des aiguilles de 17 gauge avec les micro-ondes, c'est que les aiguilles de 17 gauge, pour des raisons techniques et technologiques, sont plus difficiles à refroidir. Et qu'à partir du moment où elles sont plus difficiles à refroidir, enfin nous en tout cas, ça a été un petit peu notre expérience, le comportement de l'aiguille devient plus variable. Et donc on risque, à mon sens, d'avoir une altération de la reproductibilité des volumes obtenus. Quoi qu'on dise, et même en mettant des puissances raisonnables, ce qu'on fait tous maintenant, les micro-ondes, c'est de la haute énergie. Les températures atteintes sont beaucoup plus élevées qu'avec la radiofréquence et la courbe ascensionnelle de la température est beaucoup plus rapide. Donc il faut qu'il y ait une tolérance de l'aiguille à ces contraintes thermiques de façon à ce qu'elle puisse délivrer son énergie avec une grande régularité tout au long de l'ablation, même si l'ablation n'est pas très longue. Et à ce titre, en tout cas aujourd'hui, il me semble que c'est probablement, je ne suis pas ingénieur, mais c'est probablement plus difficile à obtenir avec 17 gauche qu'avec 15 gauche. Maintenant, peut-être que dans un proche avenir, les progrès des techniques nous permettront d'y arriver, et auquel cas, on sera ravi d'utiliser du 17 gauche dans le poumon, effectivement. Ça me paraît un peu tôt. Ouais, on sait très bien, enfin, on a tous vu pour des compagnies qui ont plusieurs tailles d'aiguilles que les lésions sont plus allongées avec l'aiguille la plus fine, quoi qu'on fasse. Et il y a un problème technologique et je dirais que la sphéricité a un prix en termes de gauche de l'aiguille qu'on va utiliser. 15 gauche, ça commence à être quand même des tailles raisonnables, très raisonnables pour le foie, effectivement. Après, c'est vrai que pour le poumon, si on avait un peu plus fin, on serait tous très contents. Mais on aurait des lésions, je pense, un peu plus allongées, en tout cas, où la technologie devra évoluer. Il y a déjà une avancée technologique sur ce système, qui est le fait qu'il y a des aiguilles dédiées poumon. C'est quand même la première fois qu'on voit ça en micro-ondes, qu'un constructeur s'intéresse à l'organe qu'on va traiter. Je vous rappelle qu'aujourd'hui, personne n'a d'aiguille spécifique pour un organe ou pour un autre. On a la même aiguille pour tout faire. Donc, je pense qu'on va dans la bonne direction et peut-être que l'aiguille dédiée poumon, effectivement, elle devra avoir une longueur de 26 et peut-être un calibre un peu inférieur. Mais on laisse Pascal Roussel stimuler la Chine pour nous fabriquer des nouvelles aiguilles. Oui, et c'est alors voilà, bon point, professeur Debert, pardon, sur la pointe de l'aiguille, en fait. Celles qui sont utilisées pour le foie font 31 mm au niveau de l'exposition. Je pense que ça a déjà été dit, mais je le rappelle. Et pour le poumon, elles font 26 mm. Voilà, donc c'est ce que précisait le professeur Debert. C'est que l'aiguille spécifique pour le poumon, c'est celle dont la pointe a une exposition de 26 mm, exposition de chauffe. Concernant la 17 gauge, oui, j'échangeais avec le partenaire cette semaine. Oui, il travaille sur quelque chose de flexible en plus et qui ferait 17 gauge. Mais bon, c'est pas gagné. Mais on travaille dessus. Voilà, ils ont une capacité à développer des choses assez rapidement, à écouter les équipes françaises, ce qui est assez intéressant. C'est aussi pour ça que je travaille avec eux. J'ai travaillé de nombreuses années pour des boîtes américaines pour qui j'ai beaucoup de respect et qui font de très belles choses. Mais cette fois, c'est vrai que le partenaire chinois a cette tendance à bien écouter ce qu'on lui dit, à faire évoluer les choses et faire évoluer même les logiciels rapidement. Donc ça c'est très intéressant. Ils les écoutent et ils arrivent à ce stade à rapidement s'adapter. Donc, au même titre qu'ils ont mis au point un système d'électroporation avec lequel il reste beaucoup à faire, mais au moins la machine a le mérite d'exister. Voilà. Donc, non, c'est une bonne chose. Merci beaucoup. D'autres questions peut-être ouais, voilà, la question du docteur Perrault. Quelles sont les deux longueurs actives de sonde 15 gauge Alors, il y a trois. Vous venez de répondre. Comment? Vous venez de répondre pour les... Oui, c'est ça. 26 mm et 31. Et en longueur d'aiguille, pardon, ouais, c'est ça, je faisais la confusion. En longueur d'aiguille, on a 15, 20 et 25. Voilà. D'autres questions? J'en vois pas. Donc, s'il n'y a
Alors, attendez, si, il y a une autre question? Non, j'en vois pas. Écoutez, je vous remercie beaucoup. On est bien, on est juste dans les temps, 18h22. Merci beaucoup à tous les participants et participantes. Merci beaucoup à vous tous, les conférenciers, professeur Gobert, professeur Debert, docteur Mastier, docteur Ricoeur de Lyon. Merci beaucoup. Et alors, attendez. Oui, non, c'est bon. Et puis, écoutez, d'ici la fin de l'année, peut-être, on aura d'autres choses à vous présenter et on vous tiendra au courant. Cette conférence, cette réunion Zoom a été enregistrée, donc je vous donnerai l'accès à tous ceux qui se sont enregistrés. Vous pourrez la regarder en replay. Et puis, n'hésitez pas à nous poser des questions. On fera en sorte d'y répondre avec plaisir. Voilà. Un grand merci. Autre chose à ajouter, peut-être? Merci à vous. Merci beaucoup. Merci à tous. Beaucoup. Au revoir. Merci. Merci. Bonne fin de soirée. Bonne soirée à tous. À bientôt. Au revoir. Merci.